Bien, je suis ravi d'accueillir d'abord Monsieur Benjamin de Couverture, qui nous fait le plaisir de rallier les bords de la Méditerranée en venant de la capitale, de la Fondation pour la recherche stratégique, pour un sujet sur lequel je vais revenir dans un instant. Je suis doublement ravi parce que cette conférence va profiter à la 33e session méditerranéenne des hautes études stratégiques, qui sont présents, mes auditeurs que je salue à nouveau, qui ont passé une rude journée au sein de l'armée de terre, en découvrant toutes les facettes de cette armée en pleine modernisation constante depuis des années, même quand nous étions, l'amiral de Chermont et moi-même, dans les armées. Mais ces évolutions sont profondes dans le contexte que nous connaissons. Monsieur Haute Couverture, je ne vais pas me hasarder à mal vous présenter, mais quand même, maître de recherche sur les questions militaires stratégiques à la Fondation pour la recherche stratégique, ça c'est un premier point. Directeur technique du programme EU Partner to Partner de l'Union européenne pour la mise en œuvre et l'universalisation du traité sur le commerce des armes à Expertise France. Et là, ça nous amène un peu sur notre sujet. Dans le contexte actuel de la guerre en Ukraine, la dissuasion nucléaire. Alors, vous avez, entre autres, collaboré à des ouvrages particulièrement intéressants, centrés sur ce volet des armes, hein, l'Arm Control in Europe, New Challenges and Prospects for Strategic Stability, en 2022. Ce que repenser la dissuasion veut dire. Dans Le monde ne sera plus jamais comme avant, édition Les Liens, en décembre 2022. C'est récent, c'est avant le 24 février. C'est juste après le 24 février, pardon, donc c'est récent et terriblement d'actualité. Je vais pas être trop long, mais la guerre d'invasion russe contre l'Ukraine a relancé, je vous cite, le débat sur le nucléaire. C'est le moins qu'on puisse dire. Certains estiment même, je vous cite, qu'elle pourrait bousculer le calcul dissuasif traditionnel. Alors vous allez revenir là-dessus, parce que sur cette soi-disant grammaire nucléaire, enfin, tout a été dit, et probablement pas très bien dit, et on a la chance ce soir de pouvoir approfondir et éclairer ce sujet. Et enfin, d'autres brûlent même d'y voir les signes d'une rupture et l'entrée dans une nouvelle ère stratégique faite de piraterie et désinhibition des puissances dites émergentes. Donc autant dire, dans ce que vous allez dire, c'est des sujets fondamentaux, et je pense que tous les auditeurs ici présents vont être très attentifs à ça, parce que c'est un sujet qui aujourd'hui suscite un intérêt. Je pense que cet intérêt avait quelque peu disparu avant les événements et le contexte dans lequel nous vivons. Une fois encore, merci, on vous laisse la parole, on vous laisse la scène. Merci à l'Université de Toulon, parce que nous faisons cela en coopération avec l'Université de Toulon. Et je prédis que dans les temps qui viennent, on aura de plus en plus de monde, parce que ces sujets géopolitiques, stratégiques sont fondamentaux et évidemment éminemment intéressants. Merci, monsieur Haute Couverture, vous avez la parole. Merci beaucoup, mon général. Merci beaucoup pour ces gentils mots et pour votre accueil chaleureux. Et merci d'être nombreux dans cette salle. Effectivement, je viens de la grisaille et je suis bien content d'être là, et pas seulement pour cette raison. Mais en effet, il est rare d'avoir devant soi 1h30, en gros, quoi, pour traiter de dissuasion, et en particulier en français et dans un cadre hexagonal. Quand ça m'arrive, ce qui est toujours un plaisir, je le fais dans le cadre de l'Institut des hautes études de défense nationale, sous différents formats de sessions, mais c'est alors pour un public qu'il s'agit précisément de former. Et les rencontres stratégiques que vous organisez, que la FMS organise avec l'Université de Toulon, ce sont des moments précieux, et ça me plaît aussi beaucoup, parce que ils offrent de décentrer un petit peu le débat, pour lui donner, ici, sur les rives de la Méditerranée, une dimension qui n'est pas régionale, qui est internationale, et qui est évidente. C'est-à-dire que c'est au sud-est de l'Europe, c'est au Proche et au Moyen-Orient que se concentrent maintes questions stratégiques, en particulier nucléaires, les questions majeures du temps, et c'est évidemment, pour nous Français, l'entrée maritime vers le reste du monde, où vont s'exacerber les questions nucléaires probablement au cours du siècle. Il y a 2 semaines, il y a une semaine, il y a quelques jours, j'étais à Avignon.
pour une raison personnelle. Et puis, je regardais des choses sur le Palais des Papes, et je suis tombé là-dessus. Alors qu'il se promenait dans le sud de la France, au début des années 1920, l'écrivain autrichien Joseph Roth découvrit le Palais d'Avignon. C'était la première fois qu'il arrivait dans cette ville. Et il en a été émerveillé. Mais surtout, il a été saisi par une idée de puissance dissuasive. Une idée qui ne lui était pas familière. Et il a écrit « Il existe des places fortes pacifiques et des armes qui servent la paix en empêchant la guerre. » Et puis, cette note fait partie de récits de voyage qu'il a publié en 1925 dans un recueil, Les Villes Blanches. Alors, bien entendu, la question nucléaire ne lui était pas venue à l'esprit. Son propos avait, et son propos conserve, 100 ans plus tard, une portée très générale, qui nous permet, nous aussi, de nous demander si les armes nucléaires sèvent la paix, si elles empêchent la guerre, c'est-à-dire en particulier en tant qu'outil dissuasif par excellence. Et c'est introduire un débat stratégique, mais aussi un débat éthique, qui est nécessaire dans une démocratie libérale. Et d'ailleurs, pour celles et ceux qui étaient attentifs, en 2020, le discours de l'école de guerre du président Macron avait pris position dans ce débat moral, et de façon inédite, dans le cadre d'un discours présidentiel. Mais encore faut-il aborder la question dans sa complexité, et en particulier, les moyens qu'offre la philosophie morale sont utiles, mais sont très certainement insuffisants à rendre compte d'une réalité qui nécessite de combiner cette approche classique, disons, pour celles et ceux que ça intéresse, avec une anthropologie systématique du fait nucléaire. Personne ne fait ça. Ça n'existe pas, l'anthropologie du fait nucléaire. Pourquoi est-ce que ce serait utile? Parce que l'argument final de la légitime défense, consacrée par la Charte des Nations Unies, et qui, nous, en particulier français, nous a permis de nous satisfaire de la conclusion finale de l'avis consultatif de la Cour internationale de justice de 1993 sur ce sujet, ne peut pas rendre compte de façon satisfaisante de l'appréciation des circonstances dans lesquelles l'emploi ou la menace d'emploi de l'arme nucléaire serait licite. Le fait nucléaire, y compris dans le cadre d'une politique de dissuasion, ne peut, selon moi, plus faire l'économie d'une pensée complexe qui place la question morale dans un écheveau plus large de rapports sociaux entre sujets de droit international, entre personnes morales au sein d'une entité politique définie, un État naturellement, entre personnes physiques elles-mêmes, dans la mesure où la dissuasion nucléaire a une dimension individuelle très forte. La dissuasion nucléaire, c'est moi, disait le président Mitterrand. Mais alors, dans le cadre de quelle échelle de valeur? La même question peut se poser pour Vladimir Poutine. Le général Lefebvre m'a demandé, très gentiment, de traiter aujourd'hui le thème de la dissuasion à l'aune de la guerre en Ukraine. Le dévoiement de la dissuasion par la Russie depuis février 2022, parce qu'on le perçoit tous de cette manière-là, avec plus ou moins de précision, et avant même de le documenter, on a ce sentiment qu'il ne s'agit pas d'une dissuasion telle qu'on l'entend nous. est la face politico-morale qui a pu, dans le débat, y compris dans les pays européens, y compris en France, affaiblir la cause, affaiblir le principe de la dissuasion depuis un an. Je conserve ça à l'esprit pour le moment, tout en insistant sur le fait que je vais me concentrer dans cette conférence sur les aspects fonctionnels, sur les aspects stratégiques. Et de ce point de vue, je crois, la FMS et la Fondation pour la recherche stratégique sont alignés dans leurs approches. C'est-à-dire que nous savons que l'argument capacitaire
fait d'avoir des capacités, comment elles fonctionnent, des moyens, est insuffisant à rendre compte des rapports de puissance entre États, mais c'est aussi un argument nécessaire. C'est un argument qui doit être utilisé systématiquement pour étayer ou pour critiquer un discours doctrinal. Alors, premier point sur lequel je veux insister, c'est que, en effet, comme vous le disiez, en général, la guerre d'invasion russe contre l'Ukraine a relancé le thème de la dissuasion dans le débat public. Et naturellement dans le débat public d'un pays doté de l'arme nucléaire tel que la France. Et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose dans la mesure où il faisait un peu figure de parent pauvre de la réflexion stratégique au cours des 3 décennies, disons, de dividendes de la paix qui ont suivi la fin de la guerre froide et qui sont aujourd'hui bien derrière nous. Et c'est un statut qui n'est pas injustifié, mais qui relevait des caractéristiques propres de l'époque. Mais je parle de cette époque des dividendes de la paix, les années 90, les années 2000, disons. Et puis, en s'étiolant un petit peu, le début des années 2010. Déjà, dans La crise des fondements, d'un livre publié en 1994, le général Poirier, qui est l'un de ceux qui, en France, ont élaboré la pensée de la dissuasion nucléaire, constatait que, je cite, « faute d'ennemis désignés menaçant notre espace national, la manœuvre dissuasive est actuellement privée d'objet au bénéfice d'une attente stratégique. Et le concept est réduit à l'état de concept dormant. » Fin de citation. Et à l'inverse, chacun d'entre nous a pu, disons depuis un an, un peu plus, avoir le sentiment, en effet, d'un retour de la dissuasion dans les affaires stratégiques, avec la guerre en Ukraine. Effectivement, j'écrivais dans ce chapitre de bouquin dont vous avez parlé que, pour certains, cette guerre bouscule le calcul dissuasif traditionnel. D'autres y voient les signes d'une rupture historique, avec l'entrée dans un nouvel âge nucléaire. On y reviendra. Piraterie, désinhibition de puissance. Je note d'ailleurs de manière générale une espèce d'appétence particulière des commentateurs, des observateurs, pour la critique. Et c'est assez classique, et c'est assez normal. La dissuasion ne fonctionne pas. La dissuasion est d'un autre temps. L'arme nucléaire va être employée, attention, de manière imminente. Le seuil d'emploi, comme on dit, s'abaisse. Le monde est entré dans une nouvelle ère de péril nucléaire, avec l'incidence d'une nouvelle prolifération, une prolifération dite verticale, augmentation des arsenaux, par exemple, amélioration qualitative des arsenaux, des vecteurs, des charges, sur un futur phénomène de prolifération horizontale, etc., etc. Mais l'histoire se répète. Les mêmes critiques avaient été formulées après le 11 septembre 2001, et pendant les 10 ans qui suivirent, on entendit, comme ça, un peu en boucle, que la dissuasion était inadaptée aux menaces asymétriques du monde contemporain. Terrorisme, bien entendu. Que ce n'était plus un objet d'étude pertinent, voire, et ça devenait plus préoccupant alors, que ce n'était plus un poste budgétaire pertinent dans le budget de notre défense. Le terrorisme nucléaire, voilà l'ennemi qui devait remplacer le précédent, l'ex-URSS. Une étrange propension, d'ailleurs, qui revient comme ça, un peu comme une obsession, de faire table rase du passé. C'est-à-dire de postuler que 2 types de menaces, ou 3 ou d'autres, s'excluent mutuellement, que la sécurité est univoque dans un monde que, par ailleurs, tout le monde accepte de dire complexe. Je reprends la référence du général Poirier, début des années 94, qui s'interrogeait et qui ajoutait, un peu comme une nuance de son propos, avec
avec un peu de, sur un ton désabusé, avec un peu de mélancolie. Tout se passe, écrivait-il, comme si l'esprit de notre dissuasion nucléaire régnait encore malgré les transformations du contexte politico-stratégique. Et en écrivant ça, c'était faire référence à la fois à une force, une espèce de force d'inertie, disons, de la pensée dissuasive dans les élites stratégiques françaises. C'était faire référence au fait que la dissuasion était une fonction de défense qui relève d'un métier particulier des armes et finalement assez indépendant des vicissitudes de l'environnement stratégique, des contingences de l'histoire, des événements historiques, le 11 septembre 2001 par exemple, et à une spécificité française de cette fonction. Le général Ayret, le général Ayret, un autre général important de la conceptualisation de notre politique de dissuasion, l'avait défendu au début de l'histoire nucléaire nationale, c'était en 1967, dans un article pour la Revue de défense nationale. Je veux parler de la notion de dissuasion tous azimuts, qui est toujours très valable aujourd'hui dans notre doctrine. Puisque, écrivait-il, nous ne savons pas d'avance à quel point du monde pourra venir, pour les générations qui suivront la nôtre, le péril qui les menacera, alors notre dissuasion doit être tous azimuts, et non pas uniquement ciblée de manière prioritaire même vers les pays du pacte de Varsovie. La cible, évidemment, était l'URSS à l'époque. Mais quelle serait l'évolution de la menace dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans? Et c'était introduire, à l'époque, une exigence d'indépendance nationale dans la prise de décision nucléaire, une notion d'autonomie de nos capacités pour infliger des dommages inacceptables à tout adversaire, un adversaire avéré, l'URSS, un adversaire potentiel, qui sais-je, qui méconnaîtrait ou qui se fourvoierait sur notre détermination à rester libre, à rester souverain, à garantir l'intégrité de notre territoire national et à ne plus jamais vivre les événements de mai-juin 1940. Et pour tout un chacun, c'était l'adversaire soviétique qu'il s'agissait de dissuader, de s'en prendre aux intérêts vitaux de la nation, notion clé, bien que pas définie, disons, dans son cercle extérieur, même si on en comprend le cœur. L'outil militaire d'un pays comme la France cherchait une dimension en rapport avec la perception de cette menace soviétique, et par conséquent, il était tentant de penser que, effectivement, l'exercice de la dissuasion aurait été érodé par la mise en œuvre assez méthodique, assez résolue, revendiquée par le pouvoir politique français, d'un processus de désarmement nucléaire dans les États de l'Alliance Atlantique, en France, au Royaume-Uni, aux États-Unis, dotés de l'arme nucléaire, après la dissolution du pacte de Varsovie, parce que nous n'avions plus besoin d'un outil dimensionné de la sorte. Mais les praticiens de la dissuasion n'ont jamais considéré qu'il s'agissait là d'un paramètre de la sécurité de l'État, dépassé par la disparition de la menace soviétique après 1991. Et les mêmes se voient aujourd'hui confortés dans leur pratique quotidienne, la pratique de leur métier. La dissuasion n'est pas de retour aujourd'hui parce que sa fonction est permanente. Elle fut évidemment moins bruyante au début des années 1990 et à la fin des années 2000. Et dans cet intervalle de temps, les doctrines des États dotés de l'arme nucléaire, celles de la France aussi, ont évolué, se sont adaptées. Et c'est dans les années 1990 véritablement, entre les années 1990 et le début des années 2000, que la doctrine française, par exemple, a été vraiment consolidée dans la forme qui, peu ou prou, est celle d'aujourd'hui. Alors, en revanche, je ne dis pas, parce que ce serait une erreur, ce serait incorrect, ce serait idiot, que les modifications qui sont à l'œuvre dans l'environnement stratégique depuis 30 ans rendent inutile le renouvellement de cette réflexion sur la dissuasion. Et au contraire, la fonction dissuasive d'un appareil de défense
n'a évidemment rien d'inédit. Et la conceptualisation de la dissuasion au cours de la guerre froide avait d'ailleurs rien de figé, on y reviendra. Le principe dissuasif, c'est un principe qui est permanent, hein, comme comportement social, ne serait-ce qu'entre deux personnes physiques. Mais la dissuasion, elle, c'est une stratégie militaire, une stratégie évolutive. Et donc se poser la question de savoir ce que dissuader veut dire aujourd'hui, et en particulier au début de l'année Céline 2020, ça a du sens. Et la conduite de la guerre en Ukraine, parmi d'autres questions militaires, pose en effet celle de la dissuasion. Mais encore faut-il préciser de quelle manière. Tout n'est pas pertinent ici, loin s'en faut. Le projet qui consiste à adapter la pensée de la dissuasion ou à la repenser a produit une réflexion abondante au début des années 90. Et elle ne s'est pas tarie, et principalement d'ailleurs à la survenue d'un événement qu'on a pu qualifier de surprise stratégique, type les attentats du 11 septembre 2001 aux États-Unis. Est-ce que la dissuasion est dépassée? C'était la question qui s'est posée à l'époque. Les révolutions arabes du début de l'année CID 2010, qui dissuadait dans ce cas? L'annexion de la Crimée par la Russie à l'hiver 2014. Est-ce qu'il faut dissuader la Russie d'escalader pour désescalader? C'était une question doctrinale qui s'est posée aux États-Unis notamment et qui a donné un petit peu forme à une révision de posture nucléaire suivante en 2018. La guerre d'invasion russe contre l'Ukraine depuis février 2022, est-ce que la dissuasion est de retour? Et à chaque crise, peu ou prou, disons, la même question se pose. Qu'est-ce qu'il y a à en dire en termes dissuasifs? D'abord, l'effort intellectuel d'adaptation de la pensée nucléaire n'a jamais cessé, depuis 1946. Un texte fondateur qu'il édite avec ses collègues de l'université de Yale, L'arme absolue, The Absolute Weapon, Bernard Brody répond lui-même 14 ans plus tard par d'autres textes dans lesquels il pose alors la question de la pertinence des représailles massives. Et en prenant en particulier l'exemple de la seconde crise de Berlin, qui est alors en cours, quelle serait l'alternative à une guerre totale? Comment adapter la dissuasion aux nécessités d'une guerre limitée, puisqu'il faut désormais penser ce que serait une guerre limitée. Et ce faisant, Brody ouvre une séquence qui est devenue très classique dans la pensée stratégique de l'adaptation nécessaire de la politique de dissuasion aux modifications de l'environnement. Alors, un premier commentaire d'ordre général. La réflexion qui prend la dissuasion pour objet a peu, sur le fond, évolué depuis la fin de la guerre froide. Chez nous, en particulier, en France, le corpus doctrinal est commenté régulièrement, est diffusé, sans apport significatif. Et ce, depuis maintenant quasiment 20 ans, un peu plus. Alors on peut se demander si la pensée de la dissuasion, chez nous, ne sait pas se renouveler, bien sûr, ou au contraire, si les fondamentaux de notre dissuasion et de la dissuasion sont assez robustes pour s'adapter à la transformation des menaces auxquelles cette fonction est destinée à répondre, avec évidemment des ajustements de doctrine si nécessaire. Je laisse cette question ouverte pour le moment parce que l'exercice intellectuel de la dissuasion, et peut-être même en dépit de sa formalisation, de son caractère doctrinal, de sa méthodologie, de son institutionnalisation très forte, c'est une émanation de la puissance régalienne, relève, un mot, une pensée qui est souvent peu dite, mais je pense que c'est assez fondamental, relève aussi, d'ailleurs c'est un ressort psychologique, de la conviction, relève de la religion. Il y a un dogme, il y a une doctrine. Cette doctrine peut apparaître comme un dogme. Elle a son clergé. Il y a la foi dans la dissuasion, une espèce de dévotion.
Et en face de ça, il y a aussi, dans le corps social, nous autres, chez nous tous, de l'incrédulité, de la délégation, de formes d'anticléricalisme, voire d'irrévérence. Dissuasion, on n'y croit pas, t'as pas de sens, c'est trop cher, etc., etc. Dans le détail, il y a quand même d'assez nombreuses adaptations de la pensée de la dissuasion qui ont vu le jour depuis ces derniers temps, à des titres variables. On peut en citer quelques-unes. Il y a une vingtaine d'années, on a commencé à réfléchir, surtout aux États-Unis d'ailleurs, à anticiper un détournement de la dissuasion par le terrorisme de destruction massive, y compris nucléaire, via la prise en compte à l'époque du terrorisme d'État ou du terrorisme soutenu par un État dans les doctrines. Et en particulier, les Américains ont convoqué la discipline scientifique de la criminalistique nucléaire, avec des résultats à ce jour très incertains du reste, parce qu'il s'agissait de pouvoir tracer l'origine d'une matière nucléaire détonée pour en revenir à l'État sponsor, et par conséquent exercer sur lui une dissuasion, ou le prévenir qu'il était redevable d'une dissuasion. Ça n'a pas fonctionné pour des raisons techniques sur lesquelles on pourra revenir. Il aurait fallu une espèce de banque de données de l'ensemble des matières dans le monde qui pourrait à coup sûr identifier que tel engin détonné, je ne sais dans quel stade de football américain, venait précisément de Pyongyang. En l'occurrence, il ne fallait pas se planter, par conséquent, c'était sans doute péché par optimisme que de penser que la criminalistique nucléaire pouvait rentrer dans un nouveau calcul dissuasif qui était voulu par George W. Bush à l'époque. Un autre type d'adaptation, l'adaptation de la posture américaine dans la Nuclear Posture Review, la revue de posture nucléaire de 2018, au scénario d'un emploi limité de l'arme nucléaire pour faire désescalader un conflit classique ou mené avec des armes classiques. Le ciblage des centres de pouvoir et l'abandon des stratégies anticitées, qui est arrivé souvent plus tôt d'ailleurs que le début de ce siècle, mais dès les années 80-90. La complémentarité entre la dissuasion par menace de représailles, la dissuasion telle que nous, Français, la concevons, et par promesse d'interdiction, une complémentarité qui est reconnue par l'OTAN, qui est reconnue par la doctrine américaine avec des investissements conséquents dans la défense antimissile stratégique, qui a été finalement acceptée par la doctrine française comme un complément utile de la dissuasion par représailles, ou encore, autre exemple, la perception d'un risque de sanctuarisation agressive. Nous venons à l'Ukraine, par l'arme nucléaire, qui est une idée qui a été formulée dans les années 1990, et naturellement, le conflit en Ukraine illustre assez correctement cette fonction coercitive de la dissuasion nucléaire. On y reviendra. En réalité, on verra aussi que ce qui se passe en Ukraine n'a rien d'inédit sur le plan conceptuel, et que cette utilisation d'un outil de dissuasion assez fin, et en particulier de sanctuarisation agressive, est pensée de longue date par les théoriciens de la dissuasion. Ce sont des idées qui sont assez simples, celles que je viens de fournir. Il est probable que les 30 dernières années, d'ailleurs, n'ont pas, dans cette pensée adaptative de la dissuasion, n'ont pas égalé les raffinements, les complexités de la pensée stratégique des années de guerre froide, mais et d'aucuns peuvent en avoir une espèce de nostalgie. Mais je veux dire ici que cet argument du raffinement de la pensée stratégique nucléaire au cours des années de guerre froide, à la Rand Corporation en particulier, aux États-Unis, m'a toujours laissé perplexe. Parce que, est-ce que ces raffinements rendaient le monde plus sûr ? À l'évidence, non. Et en particulier, l'ultra-rationalité du calcul dissuasif théorisé aux États-Unis au cours des années 1960 et dont on peut voir une caricature dans le docteur Folamour, fait vraiment froid dans le dos, tant ce calcul était déconnecté de la réalité. Une dernière idée à retenir, qui je pense est assez importante et qui n'est pas une idée qu'on a forcément spontanément en tête. L'intérêt intellectuel pour les armes nucléaires
ne s'est pas tari, mais il s'est déplacé. Il s'est déplacé en sortant, il est en train de se déplacer, et c'est le sens de l'histoire, en sortant du cadre anthropologique qui a été celui de la guerre froide. Les nouveaux États nucléaires, ou les États qui sont curieux de l'arme nucléaire aujourd'hui, ne sont pas a priori tentés par le discours abolitionniste européen, nord-américain, ne sont pas particulièrement séduits par le tropisme transatlantique de la réflexion sur la dissuasion tel qu'on le pense à Washington. C'est probablement pas à la Rand Corporation que se pensera de façon privilégiée ou inédite ou nouvelle l'arme nucléaire au XXIe siècle. La délocalisation de la pensée stratégique représente d'ores et déjà, en particulier pour nous Français, pour les Américains, pour la relation transatlantique, un défi cognitif. C'est un défi cognitif pour tout le monde. Et ce défi reste mal appréhendé, et probablement par déni d'ailleurs. Si tous les États peuvent comprendre des logiques simples, la dissuasion par menace de représailles, disons, par exemple, il y a d'autres catégories de la réflexion sur la dissuasion qui relèvent de cultures stratégiques qui sont, pour nous, très exotiques, imperméables, toujours mal comprises. La doctrine chinoise de dissuasion stratégique, par exemple. La réflexion nord-coréenne, qui est en cours d'élaboration. La compréhension de ce qu'est un seuil nucléaire par des États du Moyen-Orient qui sont tentés par la formalisation de stratégies dites de seuil. C'est là-bas que ça se passe. La pensée nucléaire, elle se fait aussi là-bas, avec des codes, avec des cultures stratégiques qui sont radicalement différentes. C'est aussi pour ça que je trouve ça bien de parler de la dissuasion ici, sur les rives de la Méditerranée. Parce que ce n'est pas forcément entre Paris et Washington que ça va se passer désormais. Alors, deuxième point, pour maintenant venir plus dans le cœur de ce qui nous occupe, est-ce que la guerre en Ukraine bouscule le calcul dissuasif traditionnel, tel qu'on le connaît depuis l'invention de l'arme nucléaire et la formalisation de doctrines de dissuasion dans les années 50, mais surtout dans les années 60-70 ? Depuis, on a été nombreux à écrire, à réfléchir sur cette affaire depuis février dernier. Il y a beaucoup de textes, beaucoup de tribunes, d'interviews, de notes, de recherches, etc. Il a été beaucoup écrit que la dissuasion n'avait pas empêché la guerre, en particulier. Que son modèle n'était plus en adéquation avec les conditions stratégiques de l'environnement contemporain et que la guerre en Ukraine prouvait ça. Alors, commençons par définir notre objet. Parce que, comme c'est souvent le cas, j'allais dire comme c'est toujours le cas, les divergences d'analyse sur l'échec ou sur le succès de la dissuasion relèvent d'abord de l'usage du terme dont on prétend débattre. Et donc, si on considère que la menace d'imposition de sanctions contre la Russie à l'automne 2021 était destinée à dissuader une tentative d'invasion, alors ça a été un échec. Ok, mais ce serait considérer la dissuasion dans une acception très commune du terme, c'est-à-dire un comportement social qui vise à amener une personne physique ou une personne morale à renoncer d'agir d'une manière particulière. C'est ça la dissuasion. Mais on le connaît tous les jours. Et en ce sens, le régime de Vladimir Poutine n'a pas été dissuadé d'envahir l'Ukraine. C'est un fait. Mais, n'en déplaise à bon nombre, ce fait n'indique pas que la dissuasion a été un échec. Ça indique que la forme diplomatique, et là je pèse vraiment mes mots, d'une dissuasion qui n'était pas fondée sur la menace crédible d'emploi de la force, de telle manière
que les intérêts vitaux de la Russie eussent risqué d'être atteints était insuffisante à entamer la détermination du Kremlin à agresser l'Ukraine. Mais c'est très différent. Ça confirme un premier enseignement classique de la stratégie dissuasive. Le français, lui, ne distingue pas les termes. On parle de dissuader, de dissuasion, mais l'anglais distingue entre to dissuade, dissuader au sens de convaincre, au sens de persuader, et to deter, au sens d'empêcher, au sens d'interdire. Et ce, de manière préventive, à l'aide de moyens dont c'est la fonction, dont c'est la vocation fonctionnelle, qui sont faits pour. The deterrent, en anglais, c'est l'outil militaire qui est destiné à dissuader un adversaire. Et la France le nomme sa force de frappe. C'est une distinction sémantique qui est majeure et qui malheureusement a été oubliée trop souvent dans les prises de parole depuis un an. Dans ce sens-là, il peut être défendu, on peut dire que la Russie n'a pas été dissuadée parce que la dissuasion, tout simplement, n'a pas été employée. Mais est-ce qu'elle aurait pu l'être? Par qui l'aurait-elle été? Pas par l'Ukraine. L'Ukraine ne disposait évidemment pas, ne dispose toujours pas d'un outil militaire dissuasif. On pourra revenir si vous voulez, plus tard sur le processus de désarmement de l'Ukraine entre 1991 et 1993. De toute façon, elle n'avait pas le choix. Il fallait rapatrier les armes à la maison mère, si je puis dire. Mais elle n'avait pas les moyens. Pas par les États-Unis. Parce que la dissuasion centrale des États-Unis, c'est-à-dire une force indépendante qui est destinée à assurer la survie de la nation, n'a pas vocation à protéger un autre pays que le leur, et parce que la dissuasion élargie des États-Unis, ce qu'ils nomment la Extended Deterrence, n'est censée protéger que les pays avec lesquels une alliance militaire de cette nature a été conclue. C'est naturellement les pays de l'Alliance Atlantique ou les pays alliés du Nord-Est asiatique, que sont la République de Corée et le Japon. Et donc, la guerre d'Ukraine, dans ce sens, n'a pas été un échec d'une capacité à dissuader. Ça a été une absence de possibilité même de dissuader. Donc, ce n'est pas, au sens propre, et je ne joue pas sur les mots, ce n'est pas un cas d'espèce pertinent pour juger de la viabilité de la dissuasion comme fonction de défense, tout simplement. Parce que la question ne s'est pas posée. Et la décision historique de la Finlande, comme de la Suède au printemps 2022, de rejoindre l'OTAN, une décision qui, je vous l'assure, pour ceux qui connaissent un peu le sujet, était inenvisageable il y a encore 1 an et demi, ne fait évidemment qu'avaliser cette lecture. C'est une lecture qui témoigne en creux de la crédibilité de la dissuasion élargie aux yeux des dirigeants de ces deux pays qui se sont dit « vite, rejoignons l'OTAN pour que ne nous arrive pas ce qui est arrivé à l'Ukraine, afin que notre sécurité soit redevable de l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord et, le cas échéant, de la fonction dissuasive des armes nucléaires américaines et, dans une moindre mesure, britannique et française. Premier enseignement, donc, de tout ça, de cette affaire. La dissuasion, qui est destinée à produire des effets dans la sphère réelle des relations interétatiques, est celle qui relève d'une fonction de la défense d'un État ou d'un groupe d'États qui repose sur la menace d'emploi de la force, un ensemble de moyens censément dissuasifs, et là c'est la taille de l'outil de dissuasion qu'il s'agit de regarder dans le détail, une doctrine d'emploi et une communication ciblée, naturellement, pour que nos alliés, comme nos adversaires, et possiblement nos compétiteurs et nos ennemis, sachent à quoi s'en tenir. Et la permanence de cette réalité n'est évidemment une surprise pour aucun praticien de la dissuasion, au sens où c'est un métier. Et en France en particulier, aux États-Unis, au Royaume-Uni,
Les vicissitudes de l'environnement stratégique depuis 1991 et la fin du pacte de Varsovie n'y changent rien. Ils font leur métier, les gars. Ils font exactement le même, qui consiste à ce que cette force de dissuasion soit crédible, quel que soit le temps et quel que soit l'ennemi. C'est la notion de tous azimuts. L'URSS n'est plus là, ok, tant pis. Arrive l'Iran. On est prêt. Donc, une fois définie un peu la notion, il convient d'étudier le problème à 3 titres. D'abord, la dissuasion de la Russie par l'Ukraine, par les États-Unis et l'Alliance Atlantique, de déclencher une guerre. Deuxièmement, la dissuasion par la Russie de l'Ukraine, des États-Unis et de l'Alliance Atlantique de l'en empêcher. Et troisièmement, la possibilité d'emploi par la Russie, mais aussi par les États-Unis, par l'Alliance Atlantique, d'armes nucléaires dans ce conflit. Dans le premier cas, dissuasion de la Russie. Le constat, effectivement, je l'ai fait rapidement. Rien ni personne n'a dissuadé le pouvoir russe d'engager une guerre d'invasion. La question est plutôt sans objet. Et je regrette de le dire, mais la question est plutôt sans objet. Celle qui se pose serait davantage, d'ailleurs, de savoir s'il aurait fallu tâcher de dissuader la Russie. Et là, il s'agit d'une question politique, il s'agit d'une question stratégique. Et pour nous tous, il s'agit aussi d'une question morale, qui ne relève pas directement de la pertinence de la dissuasion comme fonction de défense. Mais un élément de réponse sur ce sujet, l'option qui consistait à accueillir l'Ukraine dans l'OTAN, et donc à la faire bénéficier de la politique de dissuasion des pays de l'Alliance, et à ce moment-là la question se serait posée, aurait été pertinente, est précisément celle que le pouvoir russe s'est évertué à dissuader les pays membres de l'OTAN de choisir depuis au moins 2014, sinon plus tôt. Et un épisode important de ce volet, ce qu'on appelle le signalement stratégique russe, l'un des signalements stratégiques russes, a été la proposition adressée en décembre 2021, souvenez-vous, d'un traité entre les États-Unis et la Fédération de Russie sur les garanties de sécurité et d'un accord sur les mesures pour assurer la sécurité de la Fédération de Russie et des États membres. Et au cœur de ces deux propositions, qui n'ont naturellement pas été acceptées, figurait l'engagement de ne pas élargir davantage le périmètre de l'Alliance Atlantique et de ne pas accueillir l'Ukraine dans l'OTAN. Et on peut arguer que l'effort dissuasif russe, d'une certaine manière, a contribué à la retenue des pays membres de l'OTAN sur ce sujet, d'ailleurs. Dans le deuxième cas, à l'évidence, une éventuelle volonté américaine qui n'a pas eu lieu, qui n'était pas avérée, ou européenne, ou otanienne, de soutenir l'Ukraine dans le conflit, a été dissuadée par le pouvoir russe avec succès, dans un premier temps en tout cas, s'agissant des formes directes de co-belligérance, ou s'agissant de formes lourdes, avec des transferts d'armes classiques, des catégories, peu importe, de la classification du registre des Nations Unies sur les armes classiques. Et au moins dans les premiers mois de la guerre, en tout cas. Une retenue des pays amis de l'Ukraine dans leur livraison. Rappelez-vous la controverse sur l'établissement d'une zone d'exclusion aérienne au-dessus de l'Ukraine, c'était au printemps 2022, et puis la décision des pays de l'OTAN de ne pas chercher à l'imposer, ont témoigné de ce succès. Mais un soutien militaire indirect significatif, très significatif même, a pu et continue d'être apporté par les pays européens, les pays de l'OTAN, sans que la Russie parvienne à les en dissuader, mais tout en étant elle-même dissuadée de les en empêcher. Et dans le troisième cas, la possibilité d'emploi de l'arme, commençons par rappeler, si vous voulez bien, qu'à ce jour, aucune arme nucléaire n'a été utilisée dans le conflit. Il a été tellement écrit à la fin de l'hiver 2022 sur l'abaissement du seuil d'emploi de l'arme nucléaire par la Russie,
qu'on se demande presque si ça n'aurait pas été souhaité par certains commentateurs. J'exagère un peu, mais il y avait quand même quelque chose d'un peu malsain là. Rien dans la doctrine russe, à l'époque, n'étayait sérieusement l'hypothèse. Mais les ambiguïtés qu'entretient le pouvoir russe depuis de nombreuses années au plan doctrinal ont nourri, on peut le comprendre, et continuent de nourrir une inquiétude. Et cette inquiétude, elle est légitime, bien sûr. Pour l'essentiel, la question posée concerne le comportement et la décision russe, même si il n'est pas absurde d'évaluer l'hypothèse selon laquelle les États-Unis, l'Alliance Atlantique, la France, pourquoi pas, ou le Royaume-Uni auraient menacé ou menaceraient la Russie d'emploi de l'arme nucléaire. Mais s'agissant de la partie russe, on pourrait y revenir éventuellement, puisque c'est un sujet qui s'est posé par la France d'ailleurs, qui s'est posé en France d'ailleurs, rappelez-vous, avec la déclaration présidentielle du 12 octobre et puis le discours présidentiel précisément à Toulon en novembre, qui est revenu sur la dimension européenne. On y reviendra. Mais s'agissant de la partie russe, l'exercice de la dissuasion nucléaire a été fonctionnel, le reste aujourd'hui, mais un peu moins. On se rend bien compte que la menace s'érode avec le temps. Parce que personne n'a totalement confiance dans le non-emploi russe de l'arme nucléaire. Et il s'agit bien là du cœur de la manœuvre dissuasive, d'ailleurs. Ça avait été l'objet d'un avertissement par le général Poirier en France, dans les années 1970. L'affirmation en France, une affirmation inconditionnelle de non-emploi de l'arme nucléaire. C'est une arme politique, elle est faite une arme de non-emploi, c'est pas fait pour être une arme employée. Risque d'entraîner, le général Poirier le disait dès les années 70, l'érosion de son effet dissuasif. Parce que si une arme n'est pas faite pour être employée, alors en quoi elle est dissuasive ? Donc les conditions d'emploi de l'arme nucléaire par la Russie sont interrogées aujourd'hui, on les interroge, on n'arrête pas d'ailleurs. Escalade pour la désescalade, contrôle de l'escalade, gestion de l'escalade, la perception d'une ouverture des conditions d'emploi en premier, des capacités duales de certains vecteurs, des nouveaux systèmes. Et puis à contrario, le relèvement du seuil d'emploi ces dernières années, dernières décennies, avec l'assurance retrouvée, en tout cas jusqu'à la guerre d'Ukraine, dans des capacités de systèmes classiques pré-stratégiques depuis, disons, 2010-2014, après la guerre de Géorgie, une clarification de la doctrine en 2020. Mais la vérité, c'est que, même pour les experts très pointus sur le sujet, les signaux nucléaires qu'on voit la Russie depuis quelques années participent d'une volonté délibérée d'entretenir l'ambiguïté sur la doctrine et sur les concepts d'emploi de la force. Parce qu'une dose d'ambiguïté est toujours consubstantielle à l'exercice de la dissuasion en temps de paix. C'est le refus, par exemple, de définir le cercle extérieur de nos intérêts vitaux en France, dans la doctrine française. Et les ambiguïtés nucléaires russes entretiennent évidemment une instabilité, mais cette instabilité, elle sert la manœuvre dissuasive en temps de guerre. Et elle les a servis dans les premiers mois de la guerre. S'agissant de la partie otanienne, l'exercice de la dissuasion nucléaire a été avéré au tout premier temps de la campagne d'Ukraine. Ça a été, par exemple, le ministre français des Affaires étrangères, c'était Le Drian à l'époque, qui a rappelé dans un entretien télévisé, je crois que c'était le premier jour de l'entrée en guerre, je crois que c'était le 24 ou le 27 février, que, je cite, Vladimir Poutine doit aussi comprendre que l'Alliance Atlantique est une alliance nucléaire. Fin de citation. Fin de citation. C'est-à-dire qu'il n'a rien ajouté dans une espèce de fausse réserve qui est propre à la rhétorique dissuasive. Il a dit « je n'en dirai pas plus ». Dans les pays de l'OTAN, depuis le début de cette guerre, tout indique, je ne dis pas ça pour le défendre, tout indique une volonté de retenue. Une volonté de retenue qui est présentée, qui est expliquée, comme une incitation à la désescalade ou au refus de l'escalade nucléaire. Et l'ensemble de la séquence, maintenant qu'à plus d'un an, évoque un dialogue dissuasif très vif entre les adversaires, avec probablement pendant les premiers mois de la guerre un ascendant pris par la partie russe dans le dialogue, et puis on a vu les effets de la menace s'éroder.
ce qui fournit un enseignement pratique important, c'est que naturellement la dialectique dissuasive, la rhétorique de la menace nucléaire perd de son effet quand on en abuse. Et là, on l'a vu sous nos yeux en plusieurs mois. Et en définitive, la guerre russe contre l'Ukraine a été inspirée, préparée, menée dans un cadre dissuasif, un cadre assez complexe, dont on ne peut pas vraiment dire qu'il est respectueux de règles d'une grammaire très orthodoxe, mais un cadre dissuasif assez permanent. Une autre question est celle de savoir si les schémas dissuasifs qui ont été mis en lumière par le conflit révèlent soit un impensé de la dissuasion, quelque chose à quoi on n'aurait pas pensé dans la doctrine, dans la réflexion depuis des décennies, ou un mal pensé. Alors, première chose, on peut, en tant que démocrate, citoyen de démocratie libérale, s'offusquer du dévoiement de la dissuasion nucléaire par la Russie. Pourquoi? Parce que c'est un État doté de l'arme nucléaire au sens du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires qui est entré en vigueur, je vous rappelle, en 1970. La Russie est garante de ce traité comme les États-Unis. Une situation et un statut qui exigent de la part des États dotés de la retenue dans la conduite de leur politique de sécurité et de défense. À ce titre, on peut effectivement dire que la campagne d'Ukraine illustre un phénomène de piraterie stratégique qu'avait correctement décrit une chercheuse française, Thérèse Delpech, dizaine d'années plus tôt. Piraterie stratégique qui est caractérisée par l'absence de règles, le non-respect, l'irrespect des règles, une volonté permanente de tromperie. Mais j'ajoute qu'un tel phénomène n'a malheureusement rien d'un événement tout à fait inédit, en fait. Et en dépit de ce que nombreux observateurs ont pensé, et ce qui les aide à qualifier ce qui se passe d'événements historiques, de ruptures historiques. Mais la possibilité de sanctuarisation agressive, dont la pratique russe en Ukraine n'est qu'une des modalités d'ailleurs, a été conçue depuis des décennies. Raymond Aron, par exemple, l'avait clairement formulé. Dans les années 70, il écrivait « Théoriquement, on pourrait utiliser la menace nucléaire offensivement pour changer de statu quo ». C'était il y a 50 ans. La fonction coercitive de la dissuasion nucléaire est pensée au Japon, est pensée en République de Corée, à propos de la Corée du Nord, depuis plus de 20 ans. Je pourrais citer d'autres exemples. Et en tout état de cause, cette manière de pratiquer la dissuasion plaide évidemment pour un renforcement de toute politique à venir qui visera à dissuader les pirates actuels et les pirates futurs d'exercer de telles exactions. Donc, la dissuasion défensive, la vraie dissuasion, celle que l'on apprécie, la dissuasion théorisée en France, aux États-Unis, au Royaume-Uni, se voit très probablement renforcée dans son principe. Et un enjeu conséquent est celui qui consiste à voir des pays qui ne disposent pas d'un outil de dissuasion en propre faire cette même analyse. Ce qui pose évidemment la question des alliances militaires en même temps que celle de la prolifération des systèmes d'armement qui sont aptes à participer d'une stratégie de dissuasion militaire. Il est probable que les attentes, voire les demandes de garantie de sécurité vont continuer de s'accroître, notamment en Asie du Nord-Est, notamment au Moyen-Orient, et évidemment en Europe, mais c'est le cas, on y reviendra. Et un enjeu qui est évidemment lié à cela est celui de la capacité des États-Unis à y faire face, et à y faire face seuls. Deuxièmement, cette même réalité vue avec un regard strictement opérationnel.
indique que l'utilisation que fait la Russie de sa force de dissuasion dans le conflit correspond à un concept opératif qui est envisagé de longue date. Il s'agit au plan militaire d'une modalité de la couverture stratégique d'opérations classiques tactiques destinée à assurer la supériorité sur un théâtre d'opération qu'on a au préalable rendu inviolable. Et c'est une fonction de la dissuasion qui a pu être perçue comme sortant renforcée de la campagne d'Ukraine, en tout cas dans le premier temps de la guerre, mais c'est en réalité un renforcement qui est très paradoxal. Parce que la sanctuarisation des zones de conflit par la force de dissuasion nucléaire russe a aussi participé d'une sanctuarisation du format classique de l'affrontement. Et elle a plafonné l'escalade potentielle. Elle a rendu possible une modification du rapport de force sur le terrain, et c'est ce qui est avéré. C'est ce qui s'est passé dans le conflit depuis l'été dernier, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que sous couverture nucléaire, le conflit s'est finalement stabilisé à un niveau d'intensité qui est certes très élevé, mais qui demeure plus bas que l'aurait autorisé une escalade nucléaire. Alors, l'escalade nucléaire reste toujours possible, parce que tout est possible, mais sa probabilité est sensiblement affaiblie par l'exercice concomitant de la dissuasion à des fins de sanctuarisation. C'est bien une forme marginale de ce qu'on a appelé, sous la guerre froide, le paradoxe de la stabilité-instabilité, même si la formulation du paradoxe instabilité-instabilité ne prenait pas en compte ce type de situation. Et troisièmement, il est probable, et c'est peut-être l'enjeu principal, que les principaux enjeux à venir en matière de politique de dissuasion ne seront pas seulement nucléaires. La variété des formes que prendra dans les années et dans les décennies à venir la menace, disons, de piraterie stratégique, indique que la réflexion doctrinale sur la dissuasion va d'ores et déjà, et va aller de plus en plus dans le sens d'un élargissement des moyens dissuasifs à disposition. L'examen de posture nucléaire, la NPR 2022 des États-Unis, qui est sorti donc l'année dernière, a développé la notion de dissuasion intégrée. Selon les termes du sous-secrétaire d'État à la Défense, Colin Kahl, en termes d'intégration, disait-il, nous entendons intégration dans tous les domaines, conventionnel, nucléaire, cybernétique, spatial, informationnel. Intégration sur les théâtres de compétition, de conflits potentiels. Intégration dans tout le spectre des conflits, de la guerre de haute intensité à la zone grise. Ça indique, une volonté de repenser la dissuasion, de continuer à la penser, de l'adapter, et deux, de ne pas limiter la dissuasion à sa composante nucléaire, ce qui est déjà le cas d'ailleurs dans la doctrine américaine, mais qui se verra probablement approfondi dans les années à venir. Alors c'est pas anodin évidemment que ce soit arrivé en 2022, mais attention, là encore, le facteur de temps long est beaucoup plus déterminant que l'événement ukrainien lui-même. Le discours sur l'adaptation des règles de la dissuasion dans les pays dotés de l'arme nucléaire ne date pas du tout de février 2022 ou de mars 2022. Aux États-Unis, le sens très général de la notion de dissuasion intégrée se fonde très largement sur celui de dissuasion dite multidomaine. Et cette ambition est apparue aux États-Unis vers la fin de l'administration de George W. Bush. Et c'était face à la perception, à l'époque, qui ne s'est pas démentie naturellement avec le temps, de menaces pesant sur les systèmes militaires depuis l'espace et depuis le cyberespace. Et le Pentagone reconnaît depuis 5 environnements opérationnels, les environnements classiques, terre, mer, air, espace et cyberespace.
Et par ailleurs, la perception, disons, d'une hybridation des formes de la guerre, du phénomène de guerrier violent, avec des menaces asymétriques, les zones grises, l'utilisation d'outils non militaires, le cas échéant par des acteurs non militaires, voire non étatiques, a évidemment nourri cette approche depuis une quinzaine d'années, cette approche multidomaine. Et la guerre en Ukraine, d'une certaine manière, met de l'eau au moulin, mais pas particulièrement, d'ailleurs. C'est une réflexion qui n'est pas mûre, c'est une réflexion qui, en particulier, est très complexe à mener en termes de commande et de contrôle, et c'est encore l'objet aux États-Unis de réflexion et d'arbitrage. S'agissant de notre réflexion à nous, hexagonale, elle est encore moins mûre, si je puis dire, sur ce sujet, mais c'est aussi parce que le format de notre dissuasion le permet moins. L'idée d'une dissuasion multidomaine a gagné la scène stratégique française il y a une petite dizaine d'années, autour des années 2015, mais sans générer encore de formalisation doctrinale. Et il n'y a qu'à voir d'ailleurs l'objectif stratégique premier qui est formulé par la revue nationale stratégique 2022, qui a été présentée en novembre, une dissuasion nucléaire robuste et crédible, qui est évidemment très évasive, pour le moins en l'espèce. Mais l'idée de complémentarité des forces classiques et nucléaires n'est pas absente, cela étant dit, du calcul dissuasif général français. Le livre blanc sur la défense nationale de 1972 formulait déjà une idée d'effet dissuasif global. Le livre blanc de 2008 proposait une formule qui allait dans ce sens et qui allait un peu plus précisément dans ce sens, mais c'est surtout le discours de l'école de guerre du président Macron de février 2020 qui a développé l'idée. Il écrit, parce qu'après ça a été mis à toutes les sauces, « Notre stratégie de défense, je cite, est un tout cohérent, force conventionnelle, force nucléaire, 6 épaules en permanence, dès lors que nos intérêts vitaux, je rappelle qu'ils ne sont pas listés, sont susceptibles d'être menacés, la manœuvre militaire conventionnelle peut s'inscrire dans l'exercice de la dissuasion. » Bon, etc., etc. Alors, il y a un petit peu de la même manière qu'est traitée la dimension européenne de notre dissuasion dans les documents de doctrine. C'est une revendication, c'est une posture de revendication de complémentarité entre force classique et force nucléaire de dissuasion, qui a du mal à se traduire en termes opérationnels. C'est probablement une bonne illustration de la distinction qu'il faut toujours faire en matière de dissuasion sur ce que l'on prétend au plan doctrinal et ce qu'on affiche au plan capacitaire. Et c'est également vrai de la dimension européenne de notre dissuasion. Je me rends compte qu'il est 19h36, je crois qu'on termine à 20h mon général, je ne me trompe pas. Donc c'est allé, selon moi, peut-être pas pour vous, hein, mais pour moi un peu plus vite que prévu. Et par conséquent, le dernier point que je voulais développer, je vais le laisser de côté, on verra si on en parle, c'était la question de la dissuasion élargie et de l'OTAN dans le contexte de cette guerre en Ukraine. Qu'est-ce qu'on peut en dire? Bon, c'est une question qu'on pourra éventuellement aborder dans les questions-réponses. En gros, pour aller très vite sur ce sujet, à l'évidence, ce qui se passe en ce moment en Ukraine est un événement historique qui renforce de manière considérable et de manière durable la dissuasion otanienne et l'intégration, en tout cas militaire, de l'OTAN. On pourra y revenir dans le détail parce que c'est vraiment un sujet qui est très documenté et à la différence d'ailleurs de ce qui pouvait être dit il y a quelques années sur le désengagement américain en Europe, tout indique le contraire. Bon, et donc cela étant, j'en reste là. On a 35 minutes, je sais pas, pour discuter de tout ça si vous le souhaitez. Voilà, je vous remercie beaucoup. Est-ce que vous pourriez nous rappeler, s'il vous plaît, la puissance des armes nucléaires tactiques russes en équivalent Hiroshima
et nous dire votre sentiment sur la manière dont ça peut influencer la retenue russe et si ça peut nous aider à estimer la faible probabilité de l'emploi de ces armes. Merci. Alors, vous parlez de vous me dites nous rappeler la puissance, mais moi la puissance je la connais pas. Et la puissance des armes tactiques, il y a quelques personnes qui les connaissent en Russie, puisque d'abord il y en a considérablement de ces ogives qui sont censées fournir des armes de courte portée et de moyenne portée. Ensuite, elles n'ont jamais fait l'objet, comme vous le savez, d'une comptabilité, puisqu'elles ne rentrent pas dans le dialogue stratégique américano-soviétique ni américano-russe START et New START, puisqu'ils se sont toujours refusés jusqu'à présent à les prendre en compte dans leur comptabilité. Et ensuite, elles ont très probablement des formes tout à fait diverses, de la même manière qu'il y avait des formes diverses dans les armes dites non stratégiques plutôt que tactiques. Je préfère non stratégiques que tactiques parce que en réalité toutes les armes nucléaires, qu'elles soient tactiques ou stratégiques, ont un effet stratégique. Mais ces armes, à l'époque, étaient des armes aux États-Unis. Il en reste à peu près 180, un peu moins de 200 têtes aux États-Unis. Considérablement plus d'un millier, voire de 2000 dans l'arsenal russe. Prennent des formes diverses d'ogives, d'artillerie, de têtes emportées sur des missiles de courte portée, sur des missiles à caractère dual, c'est-à-dire à la fois classique et nucléaire. Mais la place des armes dites non stratégiques dans la doctrine nucléaire russe est assez floue et n'a jamais été clarifié. Donc il est difficile de répondre à cette question en réalité. Ah non, mais ça, de toute façon, ça peut être moins qu'Hiroshima. Ça peut être même moins qu'Hiroshima, puisque il y avait des ogives d'artillerie nucléaire qui faisaient moins qu'une kilotonne. Par conséquent, vous avez une variation de la puissance qui va probablement de 0,5, 0,8 jusqu'à 20, 30, 40, 50. Mais avec une variation telle qu'il est difficile de dire précisément comment sont modulées ces 1005, 1008 têtes. Parce que là encore, en plus, on n'a pas une comptabilité très exacte, puisque ça ne font pas partie de la comptabilité de New Start. Donc, possiblement, si vous voulez, au départ, c'était des armes de champ de bataille. Comme vous le savez, c'est comme ça qu'on a défini les armes tactiques. Ah bah, c'est bien entendu que c'est trompeur, évidemment. Mais il n'y a pas, aujourd'hui, que je sache, dans la doctrine russe, de place pour l'emploi des armes nucléaires. C'est une doctrine qui est dite dissuasive et qui repose, en tout cas jusqu'à présent, et jusqu'à preuve du contraire, sur un certain nombre de concepts d'emploi qui sont finalement assez proches de ceux des autres puissances nucléaires, avec une notion d'intérêt vital, une notion de défense, mais pas une notion d'attaque et d'usage et d'emploi. Et ce, d'ailleurs, qui fait dire aux États-Unis, depuis longtemps, que ces armes non stratégiques n'ont pas leur place et devraient être l'objet de mesures de maîtrise des armements comme le reste des forces. C'est plutôt, jusqu'à présent, ces armes-là sont plutôt un motif de marchandage, une réserve qu'utilisent sur le plan diplomatique et politique les Russes, mais sur le plan doctrinal, je ne vois pas bien leur place.
Bonjour, merci de votre intervention. Benoît Demar, chercheur associé en droit public sur le nucléaire. Avec toutes les déclarations et allocutions de Vladimir Poutine depuis février et un peu avant, est-ce que les discours de Vladimir Poutine n'a pas contribué à légitimer le discours de menace d'emploi de l'arme nucléaire sur la scène internationale? Merci. De menace d'emploi? Oui, de menace d'emploi. Mais la menace d'emploi... Ah tiens. Mais la menace d'emploi... la menace d'emploi, elle est à la base de la dissuasion. C'est-à-dire légitimer la menace d'emploi. La menace d'emploi, elle est légitimée, elle se légitime elle-même parce que si elle n'existait pas, il n'y aurait pas la dissuasion. La dissuasion, c'est la menace d'emploi, d'une certaine manière. C'est-à-dire que sans menace d'emploi, il n'y a pas de non-emploi. C'est le paradoxe de la dissuasion, vous le savez comme moi. On est dans cette espèce de paradoxe indépassable. Nous menaçons d'employer une arme si notre ennemi arrive au seuil que nous ne définissons pas, qui est celui de la préservation de nos intérêts vitaux. Et à peu près tous les États dotés de l'arme nucléaire se comportent de la même manière. Mais la menace d'emploi, elle est crédible jusqu'à ce qu'elle ne le soit plus. Or, précisément, la surutilisation de la menace d'emploi par Vladimir Poutine depuis 1 an et demi, la rend de moins en moins crédible avec le temps. La dissuasion nucléaire, moins on en parle, plus elle est crédible. Plus on l'agite, plus elle s'effrite. Donc, est-ce que cette menace est légitimée? Non, je ne crois pas. Légitimée, je ne pense pas. En revanche, elle nous indique bien en creux ou en négatif qu'elle est contre-productive. Ça, c'est sûr. Alors, elle a fait autre chose aussi, c'est qu'elle a fait monter d'un cran l'anxiété des opinions publiques dans les démocraties libérales en Europe. Ça, c'est sûr. Mais quand elle n'est pas suivie des faits, à force, c'est un peu le discours de Pierre Leloup, ou une forme de discours de Pierre Leloup. Moi, en ce qui me concerne, je fais partie de ceux qui, depuis le début, ne croient pas à la possibilité d'abaissement du seuil de l'arme nucléaire en Russie. Parce que rien ne corrobore cette analyse. Et quand vous regardez, en réalité, les occurrences de signalements stratégiques, d'échanges de signaux nucléaires entre les pays de l'OTAN d'un côté et les pays et la Russie de l'autre depuis février 2022, on est à peu près à 120, 130, 150 échanges. C'est difficile d'ailleurs de les classer, mais il y en a énormément. Vous vous rendez compte que les signalements qui vont dans le sens de l'apaisement ou de la réduction des tensions ou de la désescalade sont sensiblement plus importants que les signaux qui vont dans le sens de l'accroissement de la menace, y compris d'ailleurs venant de la Russie. Ce qui est contre-intuitif. Nous pensons tous qu'à chaque fois qu'un Russe prend la parole, c'est pour nous dire qu'il va nous envoyer une bombe. En réalité, la plupart des signalements sont plutôt des signalements d'apaisement. Ce qui a échappé à la majorité de ceux qui observent mal, en tout cas, ces signalements, c'est que, à chaque fois, le pouvoir russe au plus haut niveau indique que la Russie est une puissance nucléaire, qu'elle répondra à des agressions otaniennes nucléaires par l'arme nucléaire. Ce qui est un discours ultra classique, en réalité, dont il n'y a pas grand-chose à dire. Donc c'est compliqué, parce qu'on est dans des pays très ouverts, où la parole est très ouverte, et par conséquent, la perception de ce qui est dit est immédiatement dramatisée. Mais quand vous regardez la réalité de ce qui est dit, il y a peu de praticiens de la dissuasion en France qui en ont été très émus. Bonjour, merci beaucoup pour votre analyse. Je suis une ancienne de la FMES. Je m'interroge sur votre vision du circuit de décision dans un pays comme la Russie pour une utilisation possible éventuelle de l'arme nucléaire, puisqu'on est bien dans la dissuasion quand même, par rapport au cheminement de décisions qui sont faits dans d'autres pays qui sont détenteurs de l'arme. Parce que globalement, le facteur humain
est aussi un facteur à prendre en compte. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le cheminement décisionnel possible en Russie? Comment ça marche? Je peux vous en dire plus, mais je ne peux pas vous en dire beaucoup plus. Pourquoi? Parce que c'est une information qui est classifiée pour l'essentiel. Ce qu'on sait, c'est qu'à l'instar de la France, la responsabilité présidentielle dans la Constitution de la Fédération de Russie est l'élément décisif, quoi. In fine, la décision est prise au niveau politique et non pas au niveau militaire, c'est-à-dire au Kremlin par Vladimir Poutine. Cela étant dit, comme dans tous les autres pays dotés de l'arme nucléaire, ensuite, il y a une chaîne de commandement. C'est-à-dire que ce n'est pas parce que le président décide ou donne son aval que l'arme ipso facto est déclenchée, ou que le feu nucléaire est déclenché. Et ce que l'on sait, ce que l'on sait à peu près, c'est que fonctionne un principe de binôme, c'est-à-dire que de la même manière que pour les forces aériennes stratégiques ou la FOST en France, il y a un commandant, son second, qui confirme l'ordre et qui rentre eux-mêmes des codes et qui permettent de déclencher finalement l'arme nucléaire. Une fois qu'on a dit ça, malheureusement, on n'a pas dit grand-chose. C'est-à-dire que comment ça se passe? Alors le circuit de transmission, on le connaît en France. À un moment donné, il est classifié, le circuit de transmission par définition. Donc on sait comment ça fonctionne par principe. Et puis après, il y a des systèmes de redondance, etc., comme en France, qui font que l'ordre parvient finalement à celui qui est chargé d'engager l'arme. Mais je crois que sur ce principe-là, il a été, et c'est bien compréhensible, je pense, craint, et jusqu'à aujourd'hui c'est le cas, peut-être un peu moins aujourd'hui, qu'à partir du moment où Vladimir Poutine, dont on a à peu près tout dit depuis 1 an et demi, qui était paranoïaque, qui était machin, etc., prend la décision, ipso facto, une arme est envoyée. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Ce n'est pas comme ça que ça se passe parce qu'il y a des doctrines et ensuite il y a des concepts d'emploi. Et dans ces concepts d'emploi, en général, vous le savez mieux que moi, c'est les militaires qui savent ça, c'est leur métier. Chacun est à sa place. Chacun à sa place joue un rôle particulier. Et on ne fait pas n'importe quoi. C'est-à-dire que les choses ne se décident pas comme ça. Il faut suivre une procédure qui est finalement aboutie. Et évidemment, dans cette procédure, il y a un facteur humain qui est considérable et qui n'est pas celui uniquement du président de la Fédération. Il y a aussi celui de tous ceux qui sont dans la chaîne de commandement. C'est tout ce qu'on peut en dire. On ne peut pas en dire plus. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de transparence. Mais là, pour le coup, ce n'est pas propre à un régime autocratique. Il n'y a pas de transparence sur ces sujets parce qu'il n'y a pas de raison d'en avoir. C'est un circuit décisionnel qui est ultra confidentiel. Oui, bonjour. En revenant sur le concept de dissuasion nucléaire, comment interprétez-vous le fait, dans les premiers mois de la guerre, de l'invasion de la Russie, que Poutine puisse se permettre de menacer de frappes nucléaires les pays qui oseraient intervenir, on va dire militairement, peut-être sur le sol ukrainien, alors que ces pays... Certains de ces pays, en l'occurrence la France et le Royaume-Uni, avaient eux-mêmes l'arme nucléaire. Et je crois que ça a quand même tétanisé pendant un certain nombre de mois les pays européens, y compris donc les 2 pays qui avaient l'arme nucléaire. Et c'est, à mon avis, l'entrée en jeu des États-Unis qui a commencé à faire reculer, enfin un peu à inquiéter la Russie pour le coup sur cette question nucléaire, quoi, parce que sachant que les États-Unis ont été très clairs là sur ce point-là, que ils ont montré qu'ils avaient aussi des capacités nucléaires assez importantes et qu'ils n'hésiteraient pas à l'utiliser, quoi. Mais au départ, Poutine s'est quand même permis de menacer les pays européens qui avaient l'arme nucléaire de frappe nucléaire. Alors, quelle est la dissuasion? À quoi sert la dissuasion dans ce cas-là, quoi? Eh bien, vous avez la réponse dans votre question. C'est-à-dire que c'est exactement ce dont on parle depuis tout à l'heure. C'est la fonction coercitive, disons dévoyée, pour nous, qui sommes empreints de culture stratégique défensive, de
de maintien de la paix, de non-agression de nos voisins, etc., de la dissuasion nucléaire par la Russie. C'est-à-dire que la dissuasion nucléaire leur a servi à menacer, en effet, les pays européens, les pays de l'OTAN, si d'aventure, ils avaient l'idée de s'impliquer dans cette guerre comme alliés sur le terrain, en envoyant des soldats, en envoyant des matériels, en utilisant ce matériel, en envoyant des avions en Ukraine. Donc, cette utilisation de la dissuasion était une manière de créer une appréhension chez les États européens, y compris les puissances nucléaires, s'agissant d'un risque d'escalade nucléaire. Je vais vous citer le secrétaire général de l'OTAN, Stoltenberg, à l'époque de cette histoire de zone d'exclusion aérienne. Il a dit la chose suivante. La seule façon de mettre en œuvre une zone d'exclusion aérienne, on était en mars, est d'envoyer des avions de chasse de l'OTAN dans l'espace aérien de l'Ukraine, puis d'abattre des avions russes pour la faire respecter. Nous avons la responsabilité d'empêcher l'escalade de cette guerre au-delà de l'Ukraine, parce que cela serait encore plus dangereux, plus dévastateur, et causerait encore plus de souffrances humaines. Résultat, pas de zone d'exclusion aérienne. Voilà, vous avez votre réponse. C'est un pari dissuasif, ce que j'ai dit tout à l'heure, une couverture stratégique d'opérations classiques tactiques sur le terrain qui consiste à rendre inviolable un territoire que l'on cherche à envahir. Et la réponse, qui aurait été une réponse offensive d'un pays nucléaire, aurait fait, comme la France ou les États-Unis, aurait fait monter l'escalade jusqu'au seuil nucléaire. Et c'est précisément, ce que je disais tout à l'heure, ce que ne voulaient pas les pays de l'OTAN, qui étaient animés et qui restent animés par une retenue, une volonté de retenue, parce qu'on ne choisit jamais entre un bien et un mal, on choisit entre un bien et un autre bien, ou plutôt un mal et un autre mal, en l'occurrence, laisser les Ukrainiens sur le terrain se débrouiller seuls, mais avec l'aide militaire indirecte des pays européens et de l'OTAN, plutôt que de risquer un embrasement nucléaire sur le territoire européen. Et in fine, c'est un choix politique. Voilà. Mais la dissuasion nucléaire, dans sa fonction coercitive en Russie, a au départ, vous avez raison, fonctionné. Mais vous avez entendu ce que j'ai dit, je sais pas, c'était un peu compliqué comme sujet, mais quand même, il y a quelque chose de paradoxal dans cette sanctuarisation. Finalement, les Russes, d'une certaine manière, se sont trouvés piégés à leur propre jeu, piégés par leur dissuasion. Oui, par la suite. Évidemment, un dictateur a toujours un coup d'avance. Ah, mais c'est la question qui... Ah, mais vous avez parfaitement raison. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle nos amis du Nord-Est asiatique regardent ça avec beaucoup d'attention. Parce que précisément, le cas pourrait se reproduire. C'est bien cette ère de piraterie stratégique dont je parlais. Est-ce qu'on y est entré? Et si on y est entré, est-ce que ce qui se passe au Kremlin ne va pas se passer à Pékin ou à Pyongyang plus tard? Naturellement, c'est la question. C'est pour ça que l'un des enjeux, l'un des enjeux aujourd'hui de la dissuasion, c'est précisément de dissuader des autocrates à venir de chercher à utiliser leur force de dissuasion à ces fins coercitives. C'est effectivement l'enjeu du sujet, qui était peut-être moins, qui était théoriquement envisagé depuis une cinquantaine d'années, mais qui était moins palpable, moins tangible dans la réalité, et qui peut-être aujourd'hui, effectivement, ouvre de ce point de vue-là, non pas une nouvelle ère nucléaire, mais au moins un nouveau chapitre, disons. Bien, pas mieux, monsieur Haute Couverture, pas mieux. Merci infiniment pour cette intervention. Je pense que le débat stratégique est fondamental, et c'est bien de le poser là devant vous, avec des acteurs qui sont partie prenante qui doivent être partie prenante de ce débat stratégique. Trop souvent, on reste à l'écart, et je pense que c'était un moment clé pour l'être. Je note avec cynisme d'ailleurs que finalement
cette dissuasion ne fonctionne pas si mal parce qu'elle a sanctuarisé l'espace de manœuvre en Ukraine avec une forme de retenue, désastreuse certes, mais une forme de retenue. Donc merci infiniment. Prochain, on vous reverra. Vous pouvez le suivre. Hein, il est facile à suivre, Monsieur Haute Couverture, dans ces débats. Prochaine conférence, ça n'étonnera personne. Les conséquences de la guerre en Ukraine sur la stratégie et la conflictualité. Donc on est encore sur un sujet d'intérêt évident. Elle sera prononcée par Édouard Joly de l'IRSEM. Donc on est dans la continuité. Merci de venir, merci de relayer tout ça autour de vous pour qu'on soit encore plus grand, plus nombreux pour construire un amphithéâtre encore plus grand. Et je vous souhaite une excellente soirée. Merci, Monsieur Haute Couverture. À très bientôt.